Il est 20 h, bienvenue au journal sur LCA. Reporter les élections au Burkina Faso, c'est créer un vide constitutionnel préjudiciable à la stabilité dans le pays. Message du président du parti politique l'ADF-RDA en ce jour où redémarre l'opération de révision de la liste électorale. Une opération qui réjouit l'ensemble des acteurs politiques burkinabés. Plus de précisions dans un instant. Ce vendredi 8 mai, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une journée commémorée au Burkina Faso dans la sobriété en raison du Covid-19, des remises de dons de vivres et de matériel de première nécessité ont ponctué cette journée. Les explications dans ce journal. L'épée de Damoclès est toujours suspendue au chevet de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Torture, assassinat et crimes de guerre, des faits qui sont encore reprochés à Soro Guillaume. Une plainte a été déposée contre lui hier à Paris. Les plaignants demandent des poursuites pour des morts causées lors de combats en 2004 à Bouaké et à Korogo qu'ils attribuent aux forces nouvelles de Guillaume Soro. Le développement tout à l'heure dans ce journal. Bonsoir et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur la chaîne au cœur de l'Afrique. Nous prenons la direction de l'Est du Burkina Faso pour commencer. Depuis le 17 août 2019, le trône de Goulmou attend un nouveau roi, le 32e roi du royaume fondé par Diaba Lompo. Minderba Lompo, président de l'association des commerçants de Fada, a reçu le bonnet hier nuit, introduit dans une case dans une des familles hôtes du nouveau roi. Il devrait en sortir vendredi prochain avec son nom de règne pour recevoir les hommages des autres princes, des notables et de toute la population. Mais il faut dire que c'est une intronisation qui s'opère dans une grande tension. La désignation n'aurait pas suivi toute la rigueur des traditions en vigueur. Des notables et non des moindres contestent la désignation du nouveau roi pour n'avoir pas été associés au processus, tandis que d'autres princes ne sont pas prêts d'accepter l'investiture du nouveau roi pour ses manquements à certaines procédures. C'est dire qu'une grande confusion règne à l'heure actuelle dans la cité du Yandabali. Dans un courrier adressé au collège successoral, le gouverneur de la région annonce la suspension du processus de désignation du Numbado pour des risques de troubles à l'ordre public. Après un entretien avec les représentants des familles princières, l'autorité régionale a donc levé cette suspension. Elle autorise désormais le collège successoral du Numbado à poursuivre le processus d'intronisation, mais il est à craindre des risques d'une investiture concurrente. Une affaire à suivre donc de très près. Dans l'actualité également, au Faso, annoncé il y a 72 heures depuis ce matin, c'est reparti donc pour l'opération de révision de la liste électorale. Le coup d'envoi a été donc donné à Tenkodogo dans le centre-est ce matin même. Une reprise qui réjouit plusieurs acteurs du monde politique burkinabé. D'ailleurs, pour le président de l'ADF-RDA, j'allais dire, reporter les élections au Burkina Faso serait créer un vide constitutionnel. Alain Koulibaly a rencontré d'autres hommes politiques. Voici la synthèse pour vous. Le processus électoral reprend son cours après plusieurs semaines de suspension due à la pandémie du coronavirus. Une nouvelle forte loi pour la majorité des partis politiques qui se disent prêts à affronter les prochaines échéances électorales. C'est une obligation constitutionnelle d'organiser ces élections présidentielles. Nous avons tous intérêt à tenir ces élections en bonne date, de manière à ce que le peuple souverain puisse choisir celui qu'il souhaite pour mener à la destinée de notre pays, le Burkina Faso. Penser pouvoir reporter ces élections, ce serait créer un vide constitutionnel qui serait préjudiciable à la stabilité dans notre pays, car à partir de la fin du mandat du président actuel, aucune légitimité ne pourra lui être reconnue. La décision de tenir ou pas les élections ne relève pas de l'opposition ou des partis politiques, ça relève donc des tenants du pouvoir. Et nous, ce que nous apprécions, c'est la volonté de la CENI donc de reprendre l'enrôlement, donc ce qui garantit, selon eux, la tenue à bonne date des élections le 22 novembre. Nous aussi, nous voulons que les élections soient maintenues au 22 novembre. Donc il n'y a pas d'équivoque sur cette question-là.
Maintenant, peut-être sur les réseaux sociaux, il peut y avoir des gens qui opinent à gauche, à droite. Mais notre position en tant que parti est très claire. Pour certains responsables politiques, le maintien des élections à bonne date revêt en elle-même une solution de sortie de crise. Pour ceux qui pensent qu'il y a lieu de reporter ces élections au regard du contexte national, à savoir la situation de terrorisme et la pandémie de la Covid-19, je voudrais dire à ces personnes que les élections peuvent être une solution justement à cette situation. Que ce soit pour la gestion du terrorisme ou que ce soit pour la gestion de la pandémie, nous naviguons à vue, nous allions cacophonie, nous allions amateurisme, tâtonnement et même manque de transparence dans la gestion de ces faits. Ce qui fait que nous n'enregistrons aucune évolution positive sur ces deux chantiers. Alors, comment peut-on prendre prétexte de cette situation difficile dans laquelle nous sommes, où nous sommes en train d'aller droit au mur pour dire n'organisons pas les élections? Qu'est-ce à dire? Que nous continuions toujours dans le chaos et que nous fassions encore un pas un peu plus loin dans le désastre? Nous disons non, stop. Il faut à un moment donné, comme cela a été prévu d'ailleurs par la Constitution, savoir arrêter, faire le point et permettre au peuple souverain de reprendre la parole et de décider. Les opérations d'enrôlement sur la liste électorale reprennent ce 8 mai 2020 et ce jusqu'au... Au Burundi, les violences se sont multipliées ces dernières semaines avant le triple scrutin du 20 mai prochain. Après l'arrestation, il y a 2 jours de Kati Kezimana, numéro 2 sur la liste du parti de l'opposition. Une soixantaine de militants du CNL ont déjà été arrêtés selon la police. Et le pouvoir burundais prévient qu'il ne va pas rester là. On constate que c'est le CNL qui est responsable et de loin du plus grand nombre d'incidents sur le terrain. Ces militants commettent trop de bavures, c'est pour cela que nous leur disons trop c'est trop, on ne va plus le tolérer, prévient le ministre de l'Intérieur. Et selon les ONG, le parti CNL et son leader ont fait profil bas et pendant longtemps, ils critiquent sans concession désormais un pouvoir qu'il qualifie de corrompu et qu'il a échoué sur tous les plans. Justement, le candidat à la présidentielle Agathon Kouaza n'hésite plus à défier publiquement le parti CNDD-FDD, partir au pouvoir. Pour lui et ses adversaires sont morts de peur. Il appelle même les militants à se défendre s'ils sont attaqués. Des observateurs qui craignent une nouvelle flambée de violence dans un pays, justement dans le pays, eux qui estiment que ce bras de fer n'est donc pas prêt de cesser. Omar El-Béchir est détenu dans une prison à Khartoum depuis qu'il a été renversé après 30 ans à la tête du pays. Monsieur Béchir ne viendra certainement pas retrouver ses biens matériels. Nous sommes bien sûr au Soudan. Les autorités du pays ont confisqué ses biens immobiliers. Il s'agit de plusieurs vastes terrains et des propriétés résidentielles situées à Khartoum, la capitale soudanaise. Annonce faite hier par la Commission nationale de lutte contre la corruption. Selon la commission, justement, des enquêtes ont révélé que ces biens avaient été acquis en grande partie en raison de liens familiaux sans autre justificatif valable. En plus de M. Béchir, les autorités vont aussi saisir les biens de son beau-frère, ses nièces, ses neveux et même un ancien ministre de la Défense qui était un proche allié de l'ancien président. L'ensemble de ces propriétés s'étend sur une superficie totale d'environ 92 000 mètres carrés. Le tout serait rétrocédé au ministère des Finances du Soudan. Et nous parlons encore de Soro Guillaume, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Une plainte a été déposée contre lui hier à Paris. Soro Guillaume est accusé de torture, assassinat et crimes de guerre pour des faits commis lorsqu'il était le chef des forces nouvelles en 2003 et 2011. La plainte est déposée par 7 personnes de nationalités ivoiriennes. Du contenu de cette plainte, massacre commis à Boaké et Korogo en 2004 lors de combats entre factions rebelles pro-Soro et pro-Ibé et la mort justement d'Ibrahima Koulibaly, dit Ibé, rival de Guillaume Soro à la tête de la rébellion le 27 avril 2011. Ce dernier a été tué plus de 2 semaines après donc la chute de Laurent Gbagbo, une mort dont les circonstances restent incertaines.
Les plaignants cherchent donc à faire la lumière principalement sur la mort de IB, dont les membres de la famille sont aussi partie civile. Mais les avocats de Soro Guillaume balaient totalement ces accusations. Ils estiment qu'il s'agit d'une tentative pour discréditer la candidature de Soro Guillaume lors de la présidentielle ivoirienne prévue en octobre prochain. Les avocats ajoutent qu'ils déposeront également une plainte pour dénonciation calomnieuse. Pour eux, les auteurs donc de ces accusations fallacieuses, compte tenu de la gravité et de l'inexactitude de celles-ci, doivent être sanctionnés. Et restons au bord de la lagune Ébrié pour parler cette fois du coronavirus. Désormais dans le pays, le couvre-feu passe de 23h à 4h du matin dans le Grand Abidjan et les mesures pour les maquis et restaurants levées le 15 mai prochain. Pour les autres villes et localités du pays, le couvre-feu est aussi levé. Il est annoncé également depuis ce vendredi la réouverture donc, des écoles primaires et secondaires. Ces nouvelles mesures ont été prises hier par le président ivoirien Alassane Ouattara qui annonce également une prime de 50 000 francs CFA pour le personnel de la santé et les FDS pour les encourager dans cette rude épreuve contre le Covid-19. Je vous invite à l'entendre. Le comité scientifique a décidé de prendre les mesures ci-après. Concernant l'intérieur du pays, au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinéma et lieux de spectacle, sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020. Des résultats probants sont certes enregistrés, mais nous n'avons pas encore gagné la bataille contre la pandémie. Nous devons rester mobilisés et faire preuve de discipline et de civisme. Je félicite les acteurs de la santé pour leur dévouement et leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Je félicite également les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur engagement à accompagner les populations dans cette période difficile. En reconnaissance de leurs efforts, j'ai décidé qu'une prime spéciale d'un montant de 50 000 francs CFA par personne leur soit versée à compter de fin avril 2020 pour la période des 3 mois du plan de riposte sanitaire d'avril à juin. Retour au Burkina Faso, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge commémorent ce vendredi 8 mai sa journée mondiale. Plusieurs activités sont au menu de cette célébration qui se veut sobre au regard donc de la situation sanitaire. Les grandes articulations marquant cette journée sont entre autres une remise de dons de vivres et de matériel de première nécessité. À cela s'ajoutent des actions de sensibilisation contre le coronavirus. Explication Ahmed Nanema, Bassirou Sawadougou. Comme chaque 8 mai, l'humanité célèbre la journée mondiale de la Croix-Rouge. Cette année, la commémoration est mise à profit pour sensibiliser les personnes déplacées logées à Rimketa, un quartier de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Et ce n'est pas tout, ces personnes vulnérables venues du nord et du centre-nord du Burkina, mais aussi du Mali, bénéficient de l'appui de l'organisation humanitaire, du matériel de première nécessité, mais aussi et surtout des vivres. Je voulais remercier la Croix-Rouge et la Croissant-Rouge vraiment d'avoir songé à nous. Surtout notre arrondissement, on a eu beaucoup de difficultés.
C'est bien vrai. Merci vraiment pour l'accompagnement. Et surtout, venir dans mon secteur, je suis très très contente vraiment pour le don qu'ils ont fait. Ces dons à l'endroit des déplacés de Rimketa vont leur permettre, un temps soit peu, de surmonter leur dénuement. Nous avons reçu des télédiffusions, des vivres et des kits. Et nous avons choisi ce jour-là pour distribuer ce que nous avons reçu, aider la Croix-Rouge à aider, pour distribuer ces vivres-là aux nécessiteux. Et en plus de cela, la Croix-Rouge a ajouté autre chose. Dans son combat, la Croix-Rouge est accompagnée par diverses structures. Disons que c'est un élan de solidarité. Il n'y a que depuis déjà 4-5 ans, nous vivons une situation d'insécurité notamment, qui font qu'on a nos frères qui se retrouvent en situation de déplacés. Donc on ne peut pas rester insensible à cela. C'est justement à cause de cela que le personnel de la SBT s'est senti vraiment interpellé. Et nous avons essayé de susciter une collecte de fonds en interne pour pouvoir venir en appui, quoique modeste que ce soit, à nos frères déplacés. En amont de cet élan de solidarité a eu lieu une conférence de presse. À travers cette rencontre, la structure créée par Henri Dunant a fait le point de ses opérations dans sa lutte pour soulager les populations du Covid-19. En l'espace d'un mois, ce sont plus de 200 000 personnes qui ont été sensibilisées au respect des gestes barrières à travers des émissions radiophoniques et des visites à domicile, entre autres. Nous sommes dans le mois de Ramadan, un temps de jeûne, mais aussi de partage pour la communauté musulmane. Mais comme vous le savez, le jeûne du mois du Ramadan se passe avec la présence de la pandémie du coronavirus, ce qui contraint justement les fidèles musulmans à se passer du repas communautaire et de manifester justement leur solidarité à Ouagadougou. Et comme geste de partage, les responsables de la mosquée du Serfi, le cercle de la mosquée, le cercle d'études, de recherche et de formation islamique procède à la distribution de repas dans les kits aux fidèles qui sont dans le besoin, un geste que nous explique Ahmed Nanema et Bassi Ouagadougou. Le Ramadan, en plus d'être une période de jeûne, est aussi un temps de partage pour la communauté musulmane. Pour cette année, pas de repas communautaire vu la crise sanitaire. En revanche, ici au sein de la mosquée du cercle d'études, de recherche et de formation islamique, le CERFI, reçoivent des kits alimentaires pour la rupture de leur jeûne des personnes nécessiteuses. Bon, comme ils ont dit qu'ils donnent la nourriture, je suis passé ici pour prendre quelque chose pour aller jeûner. Moi, je suis étudiant à l'université Ouagadougou. En tant qu'étudiant, on n'a pas assez de moyens. Si on gagne quelque chose ici, un peu, ça nous soulage un peu. Vraiment, on remercie le CERFI pour l'initiative qu'ils ont prise pour aider nous et qui n'avons pas assez de moyens, surtout dans ce moment difficile-là. En tout cas, ce n'est pas simple. On les remercie grandement. Pour cette dame, offrir à manger ou à boire en ce mois saint du Ramadan est une semence irréfutable. Comme Dieu a dit, si dans le mois de Carême, tu lui donnes quelque chose, quelqu'un prend pour rompre son jeûne, là, tu as beaucoup de mérite là. Donc c'est pour cela qu'on fait. Chaque année on fait. Cette solidarité envers les femmes et les hommes qui peinent à obtenir de quoi rompre leur jeûne, initiée par les leaders de la mosquée du Serfi, est quotidienne. Dans notre mosquée, nous nous sommes organisés à travers 2 chaînes de solidarité. La première chaîne de solidarité, nous l'appelons kit rupture, le kit iftar. L'équipe iftar est constituée de la bouillie, des galettes, de l'eau et des dattes. Ou bien nous constituons un autre kit iftar qui est le jus, des fruits, en plus des dattes et de l'eau. Alors donc ces kits-là, nous les distribuons chaque jour du Ramadan dans notre mosquée à ceux qui viennent, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui sont dans le besoin pour la rupture. Ces personnes-là passent à la mosquée et ils peuvent avoir quelque chose juste pour la rupture. Les Saintes Écritures enseignent qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. De même, elles disent à celui qui donne, il lui sera donné. Il s'agit ici de la loi de la semence. C'est pourquoi il faut se réjouir de donner aux autres, car ainsi nous recevrons d'une manière ou d'une autre les retombées de notre geste.
Et pour clore ce journal, un deuxième candidat se déclare pour la présidence de la Fédération burkinabé de football. Il s'agit de Lazare Bansé, ancien président du conseil d'administration de l'étoile filante de Ouagadougou FO. Il dit aimer le football, ce jeu merveilleux qui passionne les foules et qui rassemble les personnes sans aucune distinction. Autre raison évoquée, c'est l'appel insistant des amoureux du ballon rond qui, des quatre coins du Burkina Faso, l'ont interpellé sur le devoir qui est désormais le sien. Et son ambition est d'élargir les horizons du football burkinabé et d'approfondir la qualité du jeu. Lazare Bansé se dit le candidat du dialogue et compte s'appuyer sur les acquis de Sita Sangaré, le président sortant. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain encore, je serai ravi de vous retrouver pour d'autres informations. Mais d'ici là, continuez toujours de suivre les programmes de LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Passez une excellente soirée.